Sur la première, 7h39, assiste-t-on à la révolution copernicienne des banques suisses, en tout cas sous les coups de boutoir des États-Unis et les pressions de toutes parts pour davantage de transparence fiscale. Le secret bancaire est à l'agonie. Une commission d'experts dirigée par Emo Brunetti recommande d'adopter tout de suite l'échange automatique d'informations, alors même que le Parlement est en plein débat sur la Lex USA, que le Conseil national va débattre de ce sujet dans une vingtaine de minutes maintenant. Bonjour Melchior de Muralt. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin en direct de notre studio de Genève. Vous êtes associé de Depury Pictet, Turrettini et compagnie à Genève, cofondateur et vice-président de Blue Orchard Finance. C'est une société spécialisée en investissement dans le secteur de la microfinance. Pour résumer, on va dire que vous faites dans la finance éthique. La Lex USA, voilà, c'est de nouveau l'actualité de ce matin sous la coupole. Melchior de Muralt, dans 20 minutes, ce sera au tour des conseillers nationaux d'en débattre. Et c'est pas gagné, loin de là, nous disait Christian Fabre il y a un instant encore. Votre position par rapport à cette Lex USA, faut-il l'accepter ou la refuser ? Écoutez, ma position, elle est assez simple. C'est qu'il faut, je pense, l'accepter. Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les informations. Je trouve qu'on n'est pas très bien informé. Déjà, le terme de Lex USA ou Lex Americana est déjà de la désinformation, parce que si je comprends bien, il s'agit plutôt d'une Pax Helvetica. C'est la Suisse qui a déclaré la guerre avec les États-Unis en fraudant et en utilisant le secret bancaire comme une sorte d'arme commerciale pour démarcher de la clientèle. C'est une erreur fatale et criminelle, il faut l'avouer. Donc le Conseil fédéral, à mon avis, propose une Pax Helvetica. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on est en train d'installer une sorte de guerre émotionnelle en Suisse là autour. Donc cette paix proposée par la Suisse me paraît sensée. Elle permet de rétablir le droit. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a un peu tordu le droit avec l'épisode de l'UBS. Et devrait permettre enfin pour la Suisse de tourner la page, et également, et ça je crois que c'est le point le plus important, malgré tout, et j'apprends là en écoutant vos nouvelles ce matin que les socialistes ont définitivement décidé de voter contre cette loi, a priori, on va voir, ils vont peut-être changer d'avis, mais elle permet malgré tout de maintenir le secret bancaire qui reste une valeur très, très importante pour la Suisse, fondamentale, qui est inscrite dans notre génétique, dans notre culture, dans notre histoire, qui revient à protéger la sphère privée, mais qui, bien entendu, ne peut pas être transformée en un business model, en fait. Et le système a totalement dérapé parce qu'on a voulu, à un moment donné, faire du secret bancaire une recette commerciale. Et au moment où il aurait peut-être dû être aménagé, ce secret bancaire, au milieu des années 80, où la guerre froide se terminait, il fallait repenser peut-être cette valeur très, très forte. Eh bien, il y a une énorme inertie, les marchés financiers sont libéralisés, les flux se sont accélérés, et la place financière en a énormément profité, et on a foncé dans le mur, et voilà, on y est. On y est, oui, probablement, ça, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'on est dans le mur. Mais quelle est votre position par rapport au secret bancaire ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Il faut le maintenir, mais l'aménager. Alors, ma situation, l'échange automatique d'informations, ça vous parle ? Il faut aller dans cette direction ? Est-ce qu'on a encore le choix ? Quelle est votre position ? Elle semble assez sensible et subtile. Je ne sais pas, laissez-moi peut-être remonter un peu plus loin, parce que moi, je suis très attaché au secret bancaire en tant que Suisse, parce qu'au fond, si on réfléchit, la Suisse est un pays qui a un destin absolument incroyable. On a au fond quelque part échappé à l'émergence de l'État-nation. Des États-nations, on est resté quelque part un vieil État médiéval avec toute une couche de protection autour de la personne. C'est très très important, la famille, le tissu associatif, les communes, les cantons, éventuellement un petit peu cette confédération, mais avec énormément de garde-fous, une démocratie directe très forte. Et au cœur de tout ça, assez naturellement, s'est installé le secret bancaire, qui a parfois arrangé certains de nos voisins. Enfin, l'histoire est à écrire encore de ce secret bancaire, mais qui fait partie, je dirais, c'est une valeur culturelle. Mais est-ce qu'on pardonnez-moi de vous arrêter. Donc c'est pour ça que le débat est émotionnel. Je permets juste de terminer, parce qu'il est émotionnel, parce qu'on touche quelque part au cœur des valeurs fondamentales de notre pays, qui dit non à l'empire, vous voyez. Et en ce moment, on est face à un empire américain, et on a envie de lui dire non. En réalité, on a abusé du secret bancaire en faisant une sorte de business model. Par contre, il faudrait... Il y a un secret bancaire vertueux, ça existe ?
Oui, qui est la protection de la sphère privée. Je pense que c'est extrêmement important, et d'autant plus avec les nouvelles technologies, Internet, etc. Il faut pouvoir protéger les gens de leur sphère privée. Mais et comment c'est une valeur. Mais comment peut-on continuer sur la voie du secret bancaire tout en étant sûr que cet argent n'est pas un argent échappé du fisc ou de l'argent blanchi, etc. On va pouvoir aller dans cette direction-là. Visiblement, les banquiers eux-mêmes sont d'accord pour aller vers l'échange automatique d'informations. Comment vous comprenez ce revirement total de leur discours à eux, Melchior de Muralt? Écoutez, je pense que c'est fatal. Il faut regarder les choses en face. L'Europe a changé. L'Europe même si elle est en crise aujourd'hui, je suis bien d'accord, mais elle est un modèle extraordinaire qui est en mouvement et qui va avancer, qui va réussir. On ne peut pas se permettre face à l'Europe, en tous les cas, et face aux États-Unis, qui ont des fiscalités parfaitement équitables, comparables à la Suisse. Même la France, qu'on décrit beaucoup, en fait, a énormément de niches fiscales et une fiscalité finalement assez tolérable. On ne peut pas se permettre d'abriter de l'évasion fiscale en Suisse. Par contre, on peut offrir une certaine discrétion. Beaucoup d'États-nations, justement, qui n'ont pas cette culture de respect de la personne, sont intrusives, et Bercy est capable de bloquer un compte privé de quelqu'un qui n'a pas payé sa contravention ou qui a manqué une mensualité d'impôt. Ça, c'est absolument important de maintenir ça en Suisse, je crois. Mais le débat est là autour, en fait. Je pense que cette Pax Helvetica proposée aujourd'hui par le gouvernement a pour but de préserver quand même cette valeur, de l'aménager. On peut très bien imaginer de le garder tout en évitant les fraudeurs. Mais le débat est là autour, en fait. Mais alors, moi, si je résume, vous êtes quelqu'un qui fait dans la finance éthique, dans la finance durable, et c'est un discours que vous tenez depuis de nombreuses années. Alors vous dites qu'il faut garder le secret bancaire, mais un secret bancaire vertueux. Et puis, paradoxalement, si j'ose dire, les banquiers qui ont le plus été à fond peut-être dans la transgression de l'idée vertueuse de secret bancaire, eux disent non, alors nous, on tourne la page du secret bancaire, on passe à l'échange automatique d'informations. Comment expliquer que leur discours à eux, je pense à ces banquiers qu'on entendait depuis des années et des mois dire pas question d'arrêter le secret bancaire, pas question de penser à l'échange automatique d'informations, aujourd'hui, paf, ils tournent la page. Comment vous expliquez ce revirement? Est-ce que vous y croyez, Melchior de Muralt? Bon, l'échange automatique d'informations, évidemment, c'est une faille dans le secret bancaire, mais quelque part, c'est une nécessité. On va y arriver avec les technologies aujourd'hui d'information. Il va être possible, je pense, d'une manière générale, d'avoir de l'argent à travers le monde et de payer ses impôts là où on est fiscalisé. Et les banques suisses se sont énormément organisées. Elles sont prêtes à faire des déclarations fiscales pour tous les ressortissants de la communauté européenne. Il y a quelques mois, elles prétendaient encore le contraire. Pourquoi ça a changé aussi vite, là? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a eu un peu une erreur de casting, personnellement. Je pense que, effectivement, par correction, les banques ont décidé d'opter pour Rubik en disant il faut régler le passé avant de passer à autre chose. Et c'est juste, on ne peut pas dire la Suisse a vécu de cette clientèle en bonne partie fiscale, mais pour de bonnes raisons. Les gens fuyaient des États oppresseurs. La France a volé ses citoyens pendant des décennies en dévaluant des dévaluations compétitives, soi-disant parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer leur pays. Et pour sauver leur peau, ces pauvres Français venaient en Suisse pour essayer de préserver une partie de leur patrimoine qui est resté, qui existe encore aujourd'hui. C'est du capital, et le capital, c'est précieux. Donc, je pense qu'il fallait régler ce passé de manière courtoise et élégante. Donc, ça a été la voie choisie par les banques. Personnellement, moi, j'étais assez sensible à l'approche des socialistes, qui était assez courageuse. C'était un peu un coup de poker. C'était de dire... Mais bien avant, il y a 2009-2010, c'est-à-dire proposons l'échange automatique d'informations pour créer la surprise avant tout le monde et négocions l'entrée dans le marché. Et en échange de ça, on échange l'accès au marché. Ce qui aurait été assez génial, c'est pas dit que ça a été gagné, ça a pu fonctionner. Je suis pas sûr que tout le monde aurait été capable d'aller aussi vite. Maintenant, après l'échec de Rubik, on se rend bien compte qu'il n'y a pas tellement d'autres choix. Il faut avancer. Le risque, c'est qu'on soit pris pendant 10 ans, dans le pire des deux mondes. Moi, j'ai toujours pensé que la Suisse avait un rôle historique à jouer dans la construction européenne et devrait en faire partie. On n'a pas voulu l'espace économique. Et ça, je pense que le lobby des banques en est responsable. L'histoire devrait être écrite là-dessus. Mais on risque d'être pris entre deux feux pendant un bon moment, n'ayant ni l'accès au marché, ni quelque part cette particularité qui nous permettait de nous différencier des autres places financières en n'ayant pas d'échange automatique d'informations. Donc,
on rentre dans une période à haut risque, mais personnellement, je pense qu'avant 5 ans, la Suisse demande son adhésion à l'Union européenne parce que l'Union aura prouvé qu'elle est capable d'avancer. Vous prophétisez ça? Je pense, parce que c'est l'intérêt de la place financière, c'est l'intérêt de nos paysans, c'est l'intérêt de nos PME. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de lobbies qui vont être contre. Il faut juste que l'Europe prouve qu'elle est capable de passer l'épaule. Puis à ce moment-là, on a l'accès au marché. Je ne pense pas qu'on arrivera à négocier cet accès au marché en ayant le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Mais bon. Bon, alors on retient vos propos. J'allais dire, je n'ai quasiment entendu que vous dire ça pour l'instant, la Suisse dans l'UE dans les 5 ans. Mais bon, le timing n'est pas très choisi. Mais bon, la Suisse est quand même au cœur de cette Europe.